Nous poursuivons l'analyse exploratoire des queues avec un outil particulièrement utile, la fonction de dépassement moyen, que l'on appelle aussi Mean Excess Function. Pour un seuil donné, cette fonction mesure la taille moyenne du dépassement au-dessus de ce seuil, conditionnellement au fait que l'observation l'ait effectivement dépassée. Autrement dit, parmi toutes les observations supérieures au seuil, on regarde de combien elle le dépasse en moyenne. Cette quantité possède une interprétation très naturelle en actuariat. Si la variable représente un montant de sinistre, elle correspond au coût moyen restant à la charge d'un assureur ou d'un réassureur au-delà d'une priorité donnée, lorsque la couverture au-dessus de cette priorité est illimitée. Dans un contexte de durée de vie, elle s'interprète de manière analogue comme une durée de vie résiduelle moyenne au-delà d'un âge donné. À partir des données, on estime cette fonction très simplement. Pour chaque seuil, on conserve les observations qui le dépassent. On calcule pour chacune l'excès par rapport au seuil, puis on prend la moyenne de ces excès. Le mean excess plot consiste alors à représenter cette moyenne empirique lorsque le seuil varie. Son intérêt vient du fait que la forme du graphique apporte une information directe sur la nature de la queue. Nous avons vu que, pour une loi de Pareto généralisée dont l'espérance existe, la fonction de dépassement moyen est linéaire. Une pente positive est associée à un paramètre de forme positif et donc à une queue lourde. Une fonction approximativement constante correspond au cas exponentiel, donc à un paramètre de forme proche de 0. Une pente négative suggère au contraire un paramètre négatif et l'existence d'une borne supérieure. Le mean excess plot sera donc utilisé comme un diagnostic graphique, notamment pour rechercher une zone de seuil à partir de laquelle un modèle GPD devient plausible. Cette figure montre différentes formes théoriques possibles de la fonction de dépassement moyen. Elle permet de comprendre pourquoi sa géométrie est informative sur la queue de distribution. La droite horizontale correspond à la loi exponentielle. C'est une conséquence de sa propriété d'absence de mémoire. Lorsqu'on relève le seuil, l'excès moyen au-dessus de ce nouveau seuil reste constant. Dans le langage des valeurs extrêmes, cela correspond au cas où le paramètre de forme est nul. La courbe de Pareto est au contraire une droite croissante. Plus le seuil est élevé, plus l'excès moyen au-dessus de ce seuil devient important. C'est la signature d'une queue lourde. Les très grandes observations restent suffisamment probables pour faire croître la taille moyenne des dépassements. Dans le cadre GPD, ce comportement correspond à un paramètre de forme positif. La figure montre également des fonctions croissantes, mais non linéaires, comme dans certains cas de loi de Weibull au sens usuel ou de loi Lognormal. C'est une distinction importante. Une fonction croissante ne suffit pas, à elle seule, à conclure que la queue est exactement de type Pareto. Pour justifier localement une approximation GPD, on cherche plutôt une zone où le graphique devient approximativement linéaire. A l'inverse, les courbes associées ici à certaines lois gamma ou Weibull décroissent lorsque le seuil augmente. La taille moyenne des excès se réduit donc progressivement dans la queue. Le message essentiel de cette figure est qu'il faut regarder à la fois le sens de variation et la forme de la fonction. Une linéarité croissante est compatible avec une queue lourde de type Pareto. Une horizontalité avec un comportement exponentiel, une décroissance avec une queue plus courte. Mais ces diagnostics restent exploratoires et doivent être confirmés par d'autres outils. Cette slide montre ce que deviennent les formes théoriques précédentes lorsqu'on remplace la fonction de dépassement moyen par son estimation à partir d'un échantillon simulé. Dans le premier graphique, le comportement attendu est essentiellement horizontal. C'est le cas de référence de la loi exponentielle. Sur une large plage de seuil, la courbe empirique oscille autour du niveau théorique. En revanche, lorsqu'on arrive aux seuils les plus élevés, les fluctuations deviennent nettement plus importantes. Le deuxième graphique illustre un comportement croissant mais courbe, typique ici d'une distribution dont la fonction de dépassement moyen n'est pas linéaire sur toute la plage observée.
La courbe empirique suit globalement cette tendance, mais elle s'en écarte davantage dans la partie extrême. Le troisième exemple correspond à une situation où la fonction théorique augmente approximativement de façon linéaire, comme pour une queue de type Pareto. C'est précisément la configuration que l'on recherche lorsque l'on veut identifier une région compatible avec un modèle GPD à paramètres de forme positif. Ces simulations montrent cependant une difficulté essentielle. Même lorsque la distribution génératrice est connue, le mean excess plot empirique n'est jamais parfaitement lisse. Il faut donc éviter de chercher une droite exacte dans les données. En pratique, on cherche plutôt une plage suffisamment longue de seuil pour laquelle la tendance semble stable et compatible avec le modèle envisagé. Les tout derniers points sont les moins fiables, parce qu'ils sont calculés à partir d'un nombre très réduit de dépassements. Le graphique doit ainsi être interprété comme un outil de repérage d'une structure de queue, et non comme un test déterministe permettant de choisir automatiquement une distribution ou un seuil. Cette figure insiste précisément sur la principale faiblesse empirique du mean excess plot, son instabilité dans la partie la plus extrême de l'échantillon. Le graphique superpose plusieurs fonctions de dépassement moyen empirique obtenues à partir d'échantillons simulés, provenant pourtant de la même distribution de Pareto. La fonction théorique sous-jacente est donc la même pour toutes les simulations et présente le comportement linéaire croissant attendu d'une queue de Pareto. Au début du graphique, lorsque le seuil est encore relativement modéré, les différentes courbes sont assez proches les unes des autres. Il reste suffisamment d'observations au-dessus du seuil pour calculer une moyenne relativement stable. À mesure que le seuil augmente, les trajectoires se dispersent très fortement. Certaines courbes montent brutalement, d'autres se stabilisent ou diminuent. Pourtant, il n'y a eu aucun changement de modèle. Cette dispersion provient uniquement de la variabilité d'échantillonnage. L'explication est simple. Pour un seuil très élevé, le nombre de dépassements devient faible. La moyenne des excès peut alors être dominée par une ou deux observations particulièrement grandes. Une seule valeur extrême peut donc modifier fortement la forme de la courbe. C'est pourquoi le polycopier insiste sur le fait que le mean excess plot ne doit pas être utilisé comme une règle automatique de choix du seuil. Une apparente cassure ou une pente inhabituelle tout à droite du graphique peut n'être qu'un effet du faible nombre d'observations. En pratique, on recherchera donc une zone de stabilité avant cette région très erratique, puis on complétera le diagnostic par d'autres outils. Graphique de stabilité des paramètres, ajustement GPD et contrôle de la qualité de l'ajustement. Revenons maintenant au rendement journalier de BMW présenté précédemment, afin d'illustrer l'utilisation concrète de ces diagnostics de queue. Les deux graphiques montrent que, lorsque l'on se déplace vers des niveaux de rendement de plus en plus extrêmes, la taille moyenne des dépassements présente globalement une tendance croissante sur une partie importante de la plage observée. Cette évolution est compatible avec l'idée de queue relativement lourde, mais la figure montre aussi exactement le phénomène décrit sur la slide précédente. Dans la région correspondant aux niveaux les plus élevés, les points deviennent beaucoup plus irréguliers. La forme du graphique est alors très sensible aux quelques observations les plus extrêmes. Il serait donc dangereux de déduire la nature de la queue à partir des seuls derniers points. L'objectif de l'analyse exploratoire est plutôt de rechercher une zone intermédiaire dans laquelle le comportement paraît suffisamment stable. Si, sur cette zone, la fonction de dépassement moyen est approximativement croissante et proche d'une relation linéaire, cela constitue un argument en faveur d'un comportement de type Pareto et donc d'un paramètre de forme positif. Ce diagnostic doit néanmoins être replacé dans le contexte de la série financière. Le graphique temporel des rendements BMW vu précédemment suggérait que la volatilité n'était pas constante dans le temps.
Avant d'appliquer directement un modèle I-ID aux extrêmes, il faut donc aussi réfléchir à la stationnarité et à la dépendance temporelle. Cet exemple illustre ainsi la démarche générale du cours. Les diagnostics graphiques donnent des indications sur la queue, mais ils doivent toujours être confrontés au mécanisme générateur des données et complétés par une estimation statistique formelle. Nous passons maintenant de l'analyse exploratoire à l'estimation des paramètres de la loi GEV. La loi GEV est le modèle naturel lorsque les données extrêmes sont constituées de maxima par bloc. On part d'une série d'observations, on la découpe en blocs de taille fixée, par exemple des années lorsque les données sont journalières, et l'on conserve le maximum de chaque bloc. La justification probabiliste vient directement du théorème de Fisher, Tippett, Gnedenko étudié précédemment. Lorsque la distribution initiale appartient à un domaine d'attraction et que la taille des blocs est suffisamment grande, le maximum de chaque bloc, après une normalisation appropriée, possède approximativement une distribution GEV. En statistique, les constantes théoriques de normalisation ne sont généralement pas connues. Pour une taille de bloc fixé, on les absorbe donc dans les paramètres de la distribution GEV. On obtient ainsi 3 paramètres à estimer. Le premier est le paramètre de position qui détermine le niveau autour duquel se situent les maxima. Le deuxième est le paramètre d'échelle, nécessairement positif, qui mesure leur dispersion. Le troisième est le paramètre de forme XI, qui détermine le comportement de la queue et joue donc un rôle essentiel pour l'extrapolation. Si XI est positif, la queue est lourde et les maxima peuvent atteindre des niveaux très élevés. Si XI est nul, on se trouve dans le domaine de Gumbel. Si XI est négatif, le modèle possède une borne supérieure finie. Il faut enfin garder à l'esprit que le modèle GEV reste une approximation asymptotique. Le choix de la taille des blocs crée un compromis analogue à celui du choix du seuil en méthode POT. Des blocs trop courts peuvent entraîner un biais d'approximation, tandis que des blocs très longs réduisent le nombre de maxima disponibles et augmentent l'incertitude statistique. La suite du cours consistera précisément à construire des méthodes permettant d'estimer ces 3 paramètres et de quantifier l'incertitude associée.